On va passer maintenant à la dernière partie de cette nuit du droit, une table ronde sur le thème « Le doute au cœur du droit et de la science », avec la participation de nos prestigieux invités ce soir. Ils sont magistrats, médecins légistes, avocats, professeurs des universités. Une table ronde animée par le politologue de renom, monsieur Jean Petot. Bien. Bonsoir, c'est vraiment le terme approprié. Bonsoir à toutes et à tous. Il a été donc, j'ai été présenté il y a quelques instants, donc Jean Petot, je suis politologue, mais je précise que cette casquette professionnelle ne sera pas celle que je porterai ce soir, tout simplement parce que je suis dans une fonction qui est tout à fait agréable d'ailleurs, celle de modérateur, en tous les cas d'animateur aussi de la dernière table ronde de ce magnifique programme de la nuit du droit. Là, nous sommes vraiment dans la nuit maintenant, et je vais évidemment commencer par vous présenter comme on dit au Québec, les panélistes, et vous aurez remarqué le caractère extrêmement paritaire de cette table ronde. On ne peut pas, j'allais dire, faire mieux. Voilà, alors je vais commencer par l'opposé à moi en termes de situation sur la tribune. Donc, Aude Rouillère, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. Et je suis très heureux de retrouver Aude, car nous nous connaissons depuis très longtemps. Voilà. Arnaud Dupin, à côté d'elle, avocat pénaliste à Bordeaux. J'allais dire, on ne le présente pas, on ne le présente plus. Grande, je ne sais pas si on dit ténor du barreau, mais en tous les cas, ça correspond. Alors, à côté de vous, à côté non, parfois je vais dire vous dans l'animation du débat, même si il arrive que dans la vie courante, nous nous tutoyons. Donc, à côté de vous, donc Florence Parent-Cissé, ça, je ne me suis pas trompé, expert médecin légiste. Voilà. À votre gauche, Paul Bonan, psychiatre, médecin psychiatre. À côté, Daniel Truangloy, professeur de philosophie, titulaire de chaire en classe supérieure, hein, c'est comme ça qu'on dit, Daniel, en classe préparatoire, voilà. Hein. Et entre Daniel et moi, Madame Stéphanie Forax, qui est magistrate. Voilà. Alors, un court petit mot d'introduction. Le thème de la table ronde place le doute au cœur du droit et de la science. En tous les cas, s'interroge. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais notre fonction, ça va être peut-être de l'interroger, cette proposition. On le mesure en droit, la présence du doute, par la formule « le doute profite à l'accusé ». Alors, c'est une formule, en tous les cas, que j'emploie, qui est certainement celle d'un profane par rapport à des juristes professionnels qui sont à cette tribune. Le doute profite à l'accusé, et puis, ça c'est en droit, et dans la science, chez Descartes, le doute aussi, puisque dans le discours de la méthode, il écrit, ce sera ma seule citation, « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse, évidemment, être telle. » Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse, évidemment, être telle. Alors, puisque je viens de citer Descartes, la logique, hein, c'est que je me tourne vers le philosophe de service, Daniel Truangloy. Que faut-il entendre par doute? Un petit point de définition et de notion. D'accord, alors bonsoir tout le monde, merci encore à Jean pour cette entrée en matière extrêmement, vous aurez compris, très simple, puisqu'il va falloir parler de Descartes. Donc ne recevoir jamais aucune chose pour vrai, donc qui nous apparaisse telle, c'est la règle de l'évidence. Et vous vous rappelez sans doute que ce disciple de Montaigne, Descartes, donc avait essayé de mettre au cœur en fait de la vie, non pas le doute, contrairement à ce qu'on pense souvent, mais des certitudes, et ce qu'il appelle donc des certitudes absolues. Alors Descartes, il faut se l'imaginer pris dans ce qu'il appelle des irrésolutions. Descartes, c'est un homme qui ne savait pas bien décider dans la vie, dans ce qu'il appelle les mœurs par ailleurs. Et donc, Descartes doutait
si je puis dire, parce que dans la vie, dans ce qu'il appelle donc parfois les certitudes morales, tout ce qui est peut être autrement qu'il n'est. Hein, c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon donc la contingence. Et Descartes, donc, même s'il a eu une carrière, un cursus studiorum extrêmement brillant, il était l'étudiant de son époque qui avait remporté tous les concours, Descartes, ce qu'il caractérisait, c'était le questionnement sur soi. Donc le jeune Descartes, jeune premier de ses études, se pose la question: quel chemin de vie vais-je suivre? Formulation donc d'une personne irrésolue, alors que tout dans la société lui souriait, hein, il n'avait pas besoin de travailler. Son père donc le destinait au droit justement, mais Descartes avait décidé une autre carrière. Descartes se posait la question: quel chemin de vie vais-je suivre? Quod iter vitae sectabor. Et c'est extrêmement intéressant de se poser cette question parce que pour Descartes, il faut au moins une fois dans sa vie sortir de ce doute produit par le fait d'exister, le fait de vaquer à ses occupations. Et donc, il va faire au moins une fois dans sa vie, c'est en 1619, interroger au moins une fois dans sa vie si oui ou non la vie vaut la peine d'être vécue, ou plutôt quelle est la valeur qui permet à la vie d'être vécue. Parce que Descartes ne supporte pas l'irrésolution. Et donc, il va, à un certain moment de sa vie, donc pendant une semaine, qu'on appelle une semaine philosophique, donc c'est ce qui va donner les méditations métaphysiques, il le relate dans la 4e partie du discours de la méthode, il va au moins une fois dans sa vie chercher si oui ou non la vie vaut la peine d'être vécue par rapport à la vérité. Le doute n'a de sens que par rapport à la vérité. Et donc, Descartes se pose la question: est-ce qu'il y a au moins une certitude qui n'est pas relative, mais une certitude absolue? Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la certitude dite absolue, qu'à l'époque on appelait donc une métaphysique. Vous voyez que on est à l'intersection du droit et de la science, on verra peut-être en discutant, que Descartes donc va mettre en place un instrument de la raison, qu'il appelle le doute, un doute donc radical qui va aller à la racine des choses. Est-ce que oui ou non il existe une vérité? Et qui va être méthodique. Alors méthode chez Descartes, ça veut dire quand la raison est rendue à elle-même, à sa lumière naturelle, elle procède par ordre. Et donc Descartes, qui a tout remporté mais qui pourtant doute, eh bien il va méthodiquement consacrer pendant une semaine, chercher à douter de tout. Alors, il sait que c'est un doute exagéré. Il sait que c'est un doute, je vais le citer, extravagant. Mais en attendant, il est contraint, en fait, en ajustant, dit-il, ses opinions à la raison, il est contraint donc de douter absolument. C'est le doute radical, le doute exagéré, le doute métaphysique de Descartes. Et donc, Descartes, s'il veut douter, c'est pas pour douter, en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent. Descartes, il doute pour ne plus avoir à douter. Il doute pour établir une vérité, et cette vérité, il la découvre. C'est ce qu'on va appeler donc le « je pense donc je suis ». La première vérité, c'est que pour douter, pour penser, dit-il, il faut bien être. Et donc ça, je ne peux pas en douter tant que je doute. C'est donc que je suis, c'est pour ça que c'est la première des vérités, dans l'ordre de la découverte des vérités. Et il y a une deuxième certitude absolue, c'est celle que Dieu existe. Parce que lui, qui est un être imparfait, qui porte en lui l'idée de la perfection, il pense qu'il ne peut y avoir du même coup qu'une idée d'un être parfait qui pourrait justement loger en lui donc cette idée de parfait. Alors, excusez-moi de vous avoir rappelé un petit peu votre cours de terminale, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que le doute, ça n'a de sens que par rapport à une procédure de connaissance. Quelqu'un qui ne cherche pas à connaître, quelqu'un qui ne cherche pas à établir une vérité, il n'a pas à douter. La deuxième chose, ça veut dire que quand on doute, eh bien, ce n'est pas sur l'incertitude de la raison, c'est sur la puissance de la raison que l'on doute. Le doute, c'est toujours qu'on a de bonnes raisons de douter. Et peut-être donc à l'intersection entre le droit et puis la science, il est nécessaire de douter pour établir une valeur qui relie à la fois le droit et puis la science, c'est-à-dire justement la vérité. Voilà. C'est évidemment, je crois, absolument essentiel d'avoir posé le débat en ces termes. Si j'ai bien compris, mais tu vas me corriger, en fait, le doute chez Descartes, il est fondateur, il est séminal, hein, c'est le doute qui ensemence en quelque sorte, hein, y compris d'ailleurs le doute sur son doute, on peut le dire comme ça.
Justement, donc on ne peut pas douter sur le doute puisqu'on va buter sur ce qu'il appelle l'évidence, c'est-à-dire le fait que la vérité apparaît toujours en un sujet. C'est pas le sujet qui affirme en fait la vérité, c'est que le monde dit du cogito, ou si vous voulez, donc de l'évidence intellectuelle, c'est que le sujet, ici Descartes, c'est simplement, ça va être l'avocat ou le scientifique, il est simplement le lieu où la vérité apparaît. La certitude, c'est pas l'affirmation d'un sujet sur l'objet, c'est comment l'objet, dans sa vérité même, s'affirme en un sujet. Ce qui fait qu'on ne peut pas douter qu'on doute tant que l'on doute. Alors, c'est pas du Raymond DeVos, hein, c'est une expérience métaphysique qui suppose effectivement d'avoir douté de tout pour s'apercevoir qu'on ne peut pas douter de tout, puisque il faut bien être pour douter. Dans l'histoire des idées, si je puis dire, ou dans l'histoire de la pensée, on peut dire qu'il y a vraiment une bascule avec Descartes. Ça marque une coupure, un état nouveau, parce qu'on va aborder la question du droit, et j'interrogerai Aude Rouillard dans un instant sur j'allais dire la cohabitation doute et droit. Est-ce que on peut dire que les choses vont se transformer après Descartes? Alors, juste un petit peu avant Descartes, donc c'est pour ça que j'avais cité, donc il y a Montaigne, hein, vous connaissez bien sûr Montaigne, le philosophe de Bordeaux. Montaigne, il y a un très beau texte qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebond, où on voit en fait ce que c'est qu'un sceptique. Alors Descartes n'est surtout pas un sceptique, hein. Donc Descartes envisage effectivement des sceptiques, et c'est ce que lui apprend la vie, c'est que rien n'est sûr en fait. Hein. Il nous faut peut-être effectivement des juristes, il nous faut peut-être des scientifiques pour savoir qu'il y a quelques certitudes dans cette vie. Mais en cette vie, donc, rien n'est sûr. Et il y en a un donc qui va le démontrer remarquablement, alors que donc il y a Raymond Sebond qui lui propose une théologie naturelle. Donc Montaigne vient douter du même coup de tout, il va essayer de douter même de la raison. Alors, je parle du rapport, de la séquence philosophique qu'on fait souvent entre Montaigne et puis Descartes, parce que Descartes, justement, il ne doute pas de la raison. Ce qu'il découvre, c'est cette puissance de la raison à établir quelques vérités, donc notamment, alors ça va être plus tard, quand il découvrira justement le rapport aux hommes, c'est ce qu'on appelle la morale cartésienne. Donc, est-ce qu'il y a quelques vérités à pouvoir établir entre les hommes? Donc, alors que chez Montaigne, on doute de la raison, chez Descartes, en revanche, on peut établir non seulement une puissance de la raison, mais bâtir depuis cette raison l'arbre des savoirs. Et c'est ça, en fait, la grande idée de Descartes, c'est que depuis soi, qui ne reconnaîtra pour vrai que ce qui lui apparaît comme étant évident, ce qui crève les yeux, si je puis dire, évidéré, eh bien, c'est en revanche, à partir de ce moment, à partir du sujet fondé en réalité sur l'existence de Dieu, c'est-à-dire l'existence d'un être parfait, que du même coup, on est capable de bâtir l'ordre des savoirs. Par exemple, l'ordre de la science, chez Descartes, médecine, la mécanique, la morale, mais on pourrait peut-être dire aussi par rapport au droit, puisque le droit a aussi quelques vérités à établir, et cette vérité établie, je pense qu'on le voit déjà dans la formule de dire le vrai, verum dicere, c'est le verdict. Alors justement, voilà, je rebondis sur cette dimension philosophique pour arriver à toi, Aude, sur la question effectivement non pas la coexistence, mais est-ce qu'on peut dire que le doute est indissoluble du droit, ou est-ce que, au contraire, ils sont antagonistes? Est-ce qu'on peut douter dans le droit? Merci. Cher Jean, de cette toute petite question très simple, alors qu'il est. Je te reconnais bien là. Alors, bon, le sujet est évidemment immense. En y réfléchissant, moi, il me semble que, et d'ailleurs ça réunira les privatistes, encore que les pénalistes ne sont pas des privatistes, mais ça réunira tous les juristes, en tout cas, c'est que tous les juristes savent que, à un moment donné, il faut trancher. Et trancher, il faut que ce soit donc la réduction, comme on le fait en cuisine, on réduit le doute et on fait une réduction du doute pour arriver, alors par un mécanisme de présomption par exemple, on arrive à fonder une décision qui doit quand même avoir une certaine autorité. Elle en a par elle-même, mais il faut quand même qu'elle soit portée par un peu de légitimité supplémentaire, et donc il faut qu'elle repose sur quelque chose qui se donne comme étant certain. Ça c'est très important parce que,
mon voisin avocat en parlera mieux que moi, mais certes, toute décision de justice, toute décision même juridique a une autorité qu'elle porte par elle-même parce qu'elle est juridique, voilà, et que donc c'est comme le képi du gendarme, hein, quand on le voit, tout de suite on est quand même soumis à une forme d'autorité, mais il faut un supplément pour soutenir cette décision ou cette décision juridictionnelle ou cet acte, et c'est qu'elle donne le sentiment d'avoir des fondations solides et que donc on a, alors en fait c'est un artifice, bien évidemment, la présomption c'est un artifice, mais on a à peu près réussi à présenter les choses et à les donner à voir comme étant certaines. Bon, ça, c'est fondamental. Donc, si je réponds, et j'ai essayé de répondre à ta question, je dirais que le droit et le doute ne fonctionnent pas bien ensemble. Peut-être si on avait une approche un peu plus théorique, parce que l'autorité du droit est en réalité quelque chose d'assez fragile, puisqu'elle se donne en elle-même de manière arbitraire comme une puissance, et il faut que ça marche. Et comme c'est quand même difficile d'accepter cette puissance qui vient de l'extérieur, qui s'abat sur nous pour régler nos comportements, nos vies, nos libertés, et on l'a vu à la période du Covid de manière très physique, cette puissance qui s'abat sur nous, comme c'est quand même difficile de la vivre et de la supporter, il faut au moins qu'elle crée une fiction qui lui donnerait au moins le sentiment d'être juste, puisqu'elle correspondrait à quelque chose qui est certain. Donc voilà, elle ne serait pas arbitraire. Mais, et c'est le deuxième volet, si on peut dire, de mon propos, enfin de ce qui m'apparaît, ce qui est peut-être plus intéressant aujourd'hui, en tout cas pour les juristes, peut-être publicistes, je ne sais pas, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui émergence d'un droit du doute. C'est ça, oui. Et c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on traite le doute en droit en se débrouillant avec des techniques, des artifices, c'est que on prend le doute comme objet de droit et on en fait une matière à droit, ce qui est du coup alors là très compliqué. Une matière à droit, c'est-à-dire qu'il y a un droit de l'expérimentation, il y a un principe de précaution qui nous dit, ben voilà, quand on arrive à un doute qui a une certaine consistance, ça oblige à faire des choses. Donc ça veut dire que c'est la matière d'obligation. Donc le doute, c'est le support d'une obligation de faire. Et c'est renforcé aujourd'hui, alors pour moi, publiciste, dans l'espace public, parce que la grande question des politiques, c'est de gérer des doutes dans l'espace public et les incertitudes sur tout un tas de périls sanitaires, sur la crise climatique, sur des dangers X ou Y, les pesticides, autre chose. Il y a des doutes et la question, c'est de savoir comment le droit, alors, tente d'encadrer le doute, mais il ne l'encadre pas pour le réduire. Il l'encadre pour le cuisiner. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il faut arriver à en faire quelque chose qui peut être le support d'une matière à droit. Alors on fait une expérimentation et puis on attend de voir. Voilà, c'est le principe de l'expérimentation. Et puis si on a des réponses et qu'un certain nombre de choses émergent comme étant une bonne réforme, quelque chose qui est bien, ça a été la dépénalisation de l'avortement. Hein. On a fait d'abord une loi expérimentale. On va voir comment ça se passe. 5 ans, oui. Voilà. Et puis lorsqu'on acquiert lorsqu'un certain nombre de doutes sont levés, mais il en demeure, on va peut-être pouvoir alors poser une réforme dans le temps. Donc bon, voilà, je vais m'arrêter là pour pas monopoliser la parole, mais ce qui me paraît être la grande aventure des juristes, pour dire les choses de manière un peu pompeuse, hein, mais il faut faire rêver avec le droit, c'est que, pour moi en tout cas, il me semble que le grand sujet de réflexion, c'est comment on va bâtir un droit de ce doute, c'est-à-dire faire de ce doute une matière qui sera génératrice de droits, d'obligations, de limites, ce qui me paraît être le pari incroyable de bâtir quelque chose sur un sol mouvant. Je pensais en t'écoutant, quand tu parlais de cette tendance vers la construction d'un droit du doute, il y a peut-être aussi, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise et vous allez complètement me corriger les unes et les autres, par rapport à la culture juridique, j'allais dire, française. Quand on regarde les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, et en particulier dans la formation dite de grande chambre, enfin, c'est-à-dire où il y a vraiment les grandes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle, le terme, je ne l'ai plus exactement, mais chaque juge
on donne l'opinion de chaque juge. Hein, ça s'appelle, c'est pas le départage, non, non. Je sais pas le terme technique. Enfin, en tous les cas, on peut. Les opinions dissidentes. Merci, je vais chercher. Et donc, d'une certaine façon, quand on se penche sur ces jugements, c'est très perturbant parce que là où il y a le secret d'un délibéré, où aux assises en France, les jurés sont priés de se taire. Enfin, chacun ne donne pas. Enfin, on a aussi en tête alors d'autres modèles dans les décisions de jury. Là, on a l'impression que le droit est mis à nu d'une certaine façon, avec un doute qui est exposé, compris, parfois contredit. Oui. Alors, si je peux juste oui. répondre, ça c'est un super exemple que tu viens de donner, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça peut paraître, d'ailleurs, il a été proposé d'introduire les opinions dissidentes. Le Conseil constitutionnel, y compris pour le Conseil constitutionnel. Oui, bon, alors déjà ça lève le secret du délibéré, parce que du coup on a compris qu'ils s'étaient empaillés et qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. C'est quand même déjà, et qu'ils n'ont pas donc réussi à se mettre d'accord, et quelqu'un le dit, et dit pourquoi. C'est-à-dire que c'est effectivement, alors, faire le pari que l'autorité de la décision ne sera pas ébranlée par la reconnaissance de ce qu'il persiste finalement un doute, puisque tout le monde n'est pas d'accord, et que donc on peut douter de ce que l'opinion dissidente était peut-être la meilleure. Donc oui, c'est aussi ça, oui, complètement. Alors, ne croyez pas que les deux premiers intervenants ne sont pas des praticiens, ils sont vraiment leur pratique professionnelle et tout à fait remarquable, mais je vais me tourner, si je puis dire, où je vais solliciter les quatre, j'allais dire, praticiens qui sont confrontés ou qui ont été confrontés dans leur carrière au télescopage, on va dire, du doute aussi bien dans le droit que dans la science. Alors, Madame Florence Parent-Cissé, Paul Bonon, vous êtes tous les deux des scientifiques au sens traditionnel. Je n'aime pas la distinction sciences dures et sciences molles, qui n'a pas grand sens à mes yeux. D'autres disent sciences humaines et sciences inhumaines, mais c'est des oppositions qui, évidemment, sont artificielles. Mais donc, vous êtes des scientifiques. Madame Stéphanie Forax, vous êtes juriste et magistrate. Et Maître Arnaud Dupin, donc juriste, mais d'autre côté, si je puis dire, avocat pénaliste. Quelle est votre relation au doute dans l'exercice de votre profession et quand vous prenez une décision, quelle part laissez-vous ou avez-vous laissé au doute? Alors, voilà, on commence par le docteur Bonon. Je considère que l'expertise psychiatrique, parce que je me pose en tant qu'expert psychiatre, parce que ça me paraît très important, car il y a un rapport au droit extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'on est considéré comme un sachant, après avoir rencontré à une seule reprise, parfois à deux reprises, une personne pour laquelle on doit répondre à des questions extrêmement précises qui vont influencer la décision juridique. Les questions sont de l'ordre du discernement. Existe-t-il des troubles qui peuvent être considérés comme pouvant avoir aboli ou altéré le discernement ou le contrôle de ces actes à l'individu qui est mis en cause dans une affaire, par exemple, d'homicide? Cette question est fondamentale parce qu'elle va donner un avis très fort sur la responsabilité ou sur l'irresponsabilité. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les psychiatres ne sont pas forcément d'accord sur cette notion dans l'appréciation qu'ils peuvent faire à partir d'un examen ou de plusieurs examens. D'ailleurs, il y a souvent des collèges d'experts qui sont désignés et on s'aperçoit dans des affaires qui ont été médiatisées qu'il y a un collège qui a plutôt préconisé la responsabilité, qu'un autre a plutôt envisagé l'altération et qu'un troisième a parlé d'abolition. Et c'est extrêmement compliqué parce que la psychiatrie n'est pas une science exacte. On est dans l'humain et contrairement à ce qui peut se passer en médecine classique, un schizophrène est différent d'un autre schizophrène, par exemple. Et on ne peut pas donc classer
tous les malades mentaux par rapport à leur pathologie comme dans un seul groupe. Et de ce fait, c'est extrêmement compliqué. Il faut être, je dirais, prudent. Parlez bien dans le micro, Il pardon. faut être prudent, et moi je considère être toujours dans le doute et dans le questionnement. Car je sais que mon avis va avoir une importance par rapport à ce qui va être décidé par la suite, même si ce n'est qu'un avis, mais un avis qui va venir compléter la procédure judiciaire. L'autre élément sur lequel il faut qu'on se prononce, c'est sur la dangerosité. Dangerosité psychiatrique, ça c'est un peu plus facile, parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de dangerosité psychiatrique dès lors qu'il n'y a pas de maladie mentale avérée. Mais l'autre côté, qui est la dangerosité criminologique, c'est extrêmement important. Et on a du mal à pouvoir, me semble-t-il, en tout cas en ce qui me concerne, à projeter sur des années et des années pour dire qu'il n'y aura pas de récidive. On ne peut, à mon sens, qu'à travers des éléments tout à fait subjectifs, qui nous sont livrés d'ailleurs le plus souvent par les individus, indiquer que le risque de récidive peut être limité ou que le risque de récidive peut être éventuellement fort. Pourquoi? Parce qu'on va se baser, moi en tout cas je me base sur 3 éléments importants. Les antécédents, savoir si la personne a eu une inadaptation psychosociale, des troubles du comportement durant l'enfance et l'adolescence, des troubles délinquentiels durant dans sa vie personnelle, des addictions, des difficultés justement de violence, etc. Ça, c'est ce que j'appelle les antécédents. L'autre élément que je prends en compte, c'est le présent. Est-ce qu'il est capable d'introspection, de critique, de remise en question, mais aussi d'empathie par rapport à la victime? Et le troisième élément, c'est l'avenir. L'avenir, est-ce qu'il peut projeter dans l'avenir et voir si cet avenir peut être construit de façon différente de ce qu'il a jusqu'alors réalisé? Ces 3 éléments permettent, quelque part, de porter une appréciation, mais certainement pas une certitude sur le devenir. On n'est pas comme les anglo-saxons, et plus particulièrement les Canadiens, qui travaillent sur des échelles actuarielles, où ils cotent finalement des items, et au niveau du calcul, en fonction du calcul, il a un score très élevé, donc... Oui, c'est du scoring, c'est ça, avec un indice. Voilà. On n'est pas loin non plus de ce qu'on appelle, ça nous ramène au débat tout à l'heure, de la justice prédictive. Pas loin, ouais. Pas loin. Merci, docteur. Madame Florence Cissé, docteur Florence Cissé, Florence Parent-Cissé, pardon. Alors, votre voisin a dit, vous êtes dans la médecine, et en particulier la médecine, oui, j'allais relever, justement. La médecine légale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce caractère presque beaucoup plus certain de votre profession? On exige de nous un caractère certain, de dénoncer des choses certaines, en oubliant que la médecine, c'est un art. Il ne faut jamais oublier que la médecine est un art. Bien sûr, ce sont des sciences à l'intérieur d'un art médical. D'ailleurs, quand vous êtes en médico-légal, on parle de manquement aux règles de l'art médical. Et on ne parle pas de faute technique ou de faute. La faute est un terme juridique que je laisse aux juristes de cette table. Nous, c'est un manquement aux règles de l'art. Donc l'art médical... Déjà, dès le départ, vous êtes obligé de douter. Quand vous faites vos études de médecine, il faut savoir que la manière dont on vous apprend les signes cliniques, les syndromes, les pathologies, tout en fait est un système qui est là et vous fermez une porte parce que vous doutez que ça ne soit pas ce syndrome. Donc, vous allez chercher un autre syndrome par un autre signe clinique. En permanence, vous remettez votre diagnostic sur la table pour pouvoir dire... et affiner au fur et à mesure pour pouvoir poser un diagnostic de médecine. C'est sur ça que je voulais dire que en fait, la médecine est un art, mais à l'intérieur, vous avez plusieurs sciences médicales. La psychiatrie est une science médicale, soit, mais c'est une science de l'âme. Donc, ça donne la difficulté que eux, les psychiatres, en tant que co-experts, sapiteurs, sachants, c'est un sacré travail que d'avoir une vision prédictive de dire cet homme ou cette femme va recommencer dans 5 ans, dans 10 ans. On a des connaissances, mais elles s'arrêtent où s'arrêtent nos connaissances de l'art. Pour ce qui est de la médecine légale, de nous, effectivement, et les avocats se servent de nos rapports de médecine légale, avant de faire du dommage corporel et de la réparation, effectivement, j'ai fait à peu près 10 ans de thanatologie. Et je vais donner un exemple
Un de mes maîtres disait, un corps, c'est pas parce qu'il a une balle dans la tête qu'il est mort de sa balle dans la tête. Ça ne veut pas dire que, obligatoirement, tout ce qui paraît évident est évident. Il faut s'arrêter et prendre les faits tels qu'ils sont. Je me rappelle d'une histoire, en pratique, c'est toujours plus parlant, même j'espère ne pas vous donner des cauchemars pour la nuit. Nous sommes donc appelés levée de corps, et j'étais tout jeune médecin légiste, ça doit faire partie de ma 2e ou 3e levée de corps, et on arrive dans un vieux bâtiment, là, du vieux Bordeaux, insalubre au possible, où, si vous voulez, je pense que là, les punaises de lit devaient bien exister, c'est sûr. Et que tout le monde avait oublié ce que pouvait être la salubrité, le rangement, la propreté, c'était un capharnaüm. Et donc, on monte cet escalier qui grinçait, on se disait, on ne va jamais arriver là-haut. Et on n'est pas loin d'Hitchcock, là, quand même. Hein. Ah non, mais l'histoire, c'était à voir, on monte, et le côté absolument terrible, c'est qu'on rentre dans cette pièce, il y avait ce qu'on appelle les petites baignoires, vous savez, en sabot. Et à l'intérieur, vous aviez votre bonhomme qui était comme ça, avec la seringue encore branchée. Toxicomane commune, bien entendu. Bon, et alors, ce qui a frappé les enquêteurs, c'est qu'il y avait de l'eau. Ce monsieur était dans de l'eau, 15 cm d'eau. Pourquoi donc? Pas de sang, rien. Ça saigne quand même, un cadavre, même si vous vous piquez, vous saignez un peu, pas de trace de sang. Donc, direction table d'autopsie. Et nous voilà en train de partir, j'avais un senior, et nous commençons, tranquille, on défait. Et en fait, ce tome, on découvre qu'au niveau de son cœur, vous savez, vous avez le cœur, puis deux feuillets qui s'appellent le péricarde, et on trouve du sang à l'intérieur, ce qu'on appelle un hémopéricarde. Et cet hémopéricarde a fait qu'à un moment donné, le cœur, il ne peut plus battre, et vous mourrez comme ça, ce qui est une mort atroce. Et en fait, on trouve une plaie intracardiaque, et on reprend la peau, et on cherche notre orifice. Et en fait, ce type avait été tué, on pense, ce qui était le plus plausible, avec une brochette. Donc, d'un toxicomane qui aurait pu mourir d'une overdose, le fait de rester factuel, de douter que la seringue était seule la cause, nous avons fait au travers d'une autopsie où on a douté à chaque étape. Il faut savoir qu'une autopsie, c'est pas on va ouvrir ça, vous avez les crevés, vous avez des tas de choses à faire avant. Et petit à petit, on était arrivé. Et donc, d'un simple toxico, on est passé soit un crime, un meurtre ou un assassinat. Et il faut rester toujours prudent. Nous doutons sans arrêt. On doute en tant que médecin, on doute en tant que médecin légiste. Je vais vous donner un autre exemple. Une petite fille arrive et elle dit « Papa, il me met les doigts là où il ne faut pas ». Très bien, vous prenez la parole de l'enfant, vous l'écoutez, vous l'entendez, vous voyez cet enfant convaincu. Mais il y a des moments, à force de parler à votre enfant, vous restez douteux, parce que vous ne vous dites pas si elle le dit, c'est vrai. Vous restez douteux. Vous êtes là. J'ai le cas de cette petite fille, je m'en rappellerai toute ma vie, qui arrive, qui dit « Oui, papa, il me touchait ». Et puis je vois cet enfant qui est de plus en plus mal à l'aise, plus en plus mal à l'aise. Et puis en fait, à un moment donné, je lui dis « T'es sûr de ce que tu dis ?» L'enfant, elle se ferme, puis il fait juste ça. Et en fait, l'histoire va montrer que la maman avait conditionné cet enfant à dire « Papa me touche » pour toucher un peu plus de pension. C'est connu malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre doute, il est à chaque étape. Et même quand on rend notre rapport, je peux vous assurer qu'on le lit 4 fois, 5 fois, 10 fois, on relit nos conclusions. Parce que les juristes, que ce soit des avocats ou que ce soit un magistrat, il va le lire, il va s'en servir comme il va se servir sur la dangerosité. Et il va pouvoir dire à ce moment-là, ça ne sera qu'un élément de pièce du puzzle de toutes les enquêtes qu'il y a pu y avoir, les autres éléments, mais ça permettra, si on met un côté, on a éliminé le plus de doutes possible, d'avoir une certaine forme de vérité, entre guillemets. D'objectivation. D'objectivation, de vérité médico-légale, qui permettra aux magistrats de pouvoir, comme vous dites, rendre des jugements en vous assoyant dessus.
Voilà ce que je trouve. Merci, c'était tout à fait impressionnant et extrêmement j'allais dire, didactique et pédagogique, votre propos, docteur. Alors, la parole est au jury, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais comment, Madame Forax, vous avez été magistrate, enfin vous êtes magistrate, hein, toujours, est-ce que vous partagez ce que vient de dire juste le docteur Parent-Cissé sur les professionnels du droit utilisent nos travaux aux fins, on va dire, de décision. Allez, je vais partir d'un petit peu plus haut. Ah ben, je vous en prie, élevez le débat. Non. Non, pas du tout. Mais pour revenir justement à ce droit positif. Allez-y. C'est compliqué quand même pour le juge de douter. Et il faut qu'il doute. Et dans une société qui exclut le doute, comment peut-il encore douter? Elle exclut de plusieurs manières, le doute. D'abord, le droit lui-même l'exclut. Pourquoi? Parce que le droit a horreur du vide juridique. Parce que le droit protège la société et que la société n'entend pas douter. Je me souviens, lorsque j'étais encore étudiante, de ce rapport annuel du Conseil d'État en 1996, ça date pas d'hier, qui disait la société risque zéro, qui parlait de société risque zéro. Alors aujourd'hui, on parle de justice prédictive. J'ai le souvenir qu'un logiciel avait été créé en Chine de la juste peine de prison. C'est-à-dire qu'un algorithme avait été établi au regard des décisions qui avaient été rendues pour établir une moyenne et on rentrait la qualification juridique, les faits, le contexte, la personnalité de celui qu'on disait être l'auteur et on établissait la juste peine. C'est une première chose, à mon sens, qu'il faut prendre en considération par rapport à ce doute que doit avoir le juge. Et c'est une véritable injonction paradoxale pour moi, puisque je me dois de douter, mais on me demande de rendre une décision qui sera certaine. On me demande de prendre une décision qui s'établisse naturellement, qui soit évidente. Et tout ça vient au terme d'un questionnement. Alors évidemment, j'entends bien que le doute n'est pas celui qui me fait peur, mais le doute est celui qui me questionne, ce que l'avocate nous a brillamment exposé d'un esprit critique, qui doit être le raisonnement du juge et qui va conduire le juge à sa décision. Mais il me semblait important de rappeler à quel point ce n'était pas évident dans le contexte dans lequel nous rendons nos décisions. Il y a un autre élément, à mon sens, qui est à prendre en considération, c'est la vérité. Mais de quelle vérité parle-t-on? De la vérité scientifique qui va rentrer effectivement en ligne de compte dans la décision, de la vérité qui sort de la bouche du témoin, de la bouche du mis en cause, de la bouche de la plaignante. Ce sont toutes ces vérités qu'il faut prendre en compte dans le cadre de la décision, qui vont être également présentées, débattues par les avocats, et au terme de cette argumentation et de la règle de droit qui s'applique, la décision sera prise. Alors parlons-en de la règle de droit, parce que si on doit douter, doutons jusqu'au bout. Vous évoquiez la Cour européenne des droits de l'homme, avec les opinions décidantes. Qu'est-ce que cela nous démontre? Qu'une règle de droit, elle est susceptible d'interprétation au pluriel. Et qu'ainsi, ce n'est pas une décision qui peut se rendre, mais plusieurs. Pardon, mais quand on parle de l'autorité de la chose jugée, cette autorité, quelque part, elle exclut le doute. Et tout à fait. Elle exclut le doute puisqu'elle l'a exclu auparavant dans la démonstration et au travers du travail sur la preuve aussi. Une autre évidence, au sens anglo-saxon du terme, mais qui a aussi son importance. Arnaud Dupin, que dit l'avocat qui, parfois, je pense, doit se traquer, si je puis dire, ou essayer de trouver les interstices dans lesquels le doute peut, comme on dit, s'insinuer dans la tête des jurés, dans la tête de la cour. Moi, pour faire un peu la synthèse de ce que je viens d'entendre, je doute encore qu'il puisse y avoir des relax ou des acquittements. Parce que si on nous parle d'une autorité de la chose jugée, finalement, on bafoue l'un des principes fondamentaux du droit pénal. Alors, je veux bien, peut-être pas privatiste, je suis pénaliste, mais on parle d'une justice justement humaine, hein, et d'une justice qui juge les hommes. Et la justice pénale a cette singularité où c'est souvent le destin des hommes et des femmes qui sont scellés au travers d'une décision. Et il y a quand même
quelque chose qu'on a tendance un peu à mettre de côté parce que ça effraie, mais c'est le doute profite à l'accusé. Et donc, c'est qu'il existe en droit pénal un droit au doute. Et ce droit au doute, c'est presque l'intérêt supérieur de la justice, c'est-à-dire que en cour d'assises, on a le droit de ne pas avoir d'opinion sur la question. On a le droit de voter blanc. Donc en fait, ne pas se prononcer. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Premièrement, c'est d'exprimer son doute. Et la deuxième possibilité, c'est de ne pas se prononcer. Donc c'est vrai que cette culture-là, on a du mal à l'accepter. Il faut regarder la réalité en face. Même le ministre de la Justice qui est venu défendre bec et ongle la cour d'assises et la culture du doute, aujourd'hui, il la bafoue, il marche dessus en nous expliquant qu'avec une cour criminelle, ça sera mieux. Et finalement, c'est plus adapté parce que les peines sont moins importantes. Mais ça, c'est évident que les peines sont moins importantes parce que finalement, c'est grâce à cette justice-là qu'on fait reculer la peine. Parce qu'on n'exprime plus le doute, mais on se satisfait d'une demi-culpabilité et donc d'une demi-peine. Le doute, il est fondamental, comme je l'ai dit, devant une cour d'assises, mais devant n'importe quelle juridiction. Parce que, voyez-vous, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient un jour vous taper sur l'épaule et qui vous dit « Maître, vous savez, vous me reconnaissez ?» « Non, je ne vous reconnais pas. »« Ah, j'ai été juré dans une affaire. Oh, qu'est-ce que je m'en veux ?» Bon, alors, la décence fait que vous dites « Arrêtez là. » Donc, vous avez douté, mais pas suffisamment. Sauf qu'il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est condamné à perpétuité parce que vous n'avez pas su exprimer votre doute. Et ça, il faut faire bouger les lignes. Donc, quand on est avocat, et quand on est avocat pénaliste, alors, la première des choses, c'est qu'il est permis, dans notre travail en amont, de douter de tout. Et, a priori, de ce que peut dire une autorité, comme une autorité policière, voire même comme une autorité judiciaire, parce qu'on est parfois renvoyé devant un tribunal ou une cour d'assises par un magistrat qui, lui, n'a pas exprimé de doute. Donc, il est permis, et nous devons, c'est un devoir, de douter de tout ce nous avons entre les mains. Et une fois qu'on fait la synthèse de cela, dans le sens de votre question, quand vous prenez une décision, quelle part vous laissez au doute ? Quand on prend la décision et la responsabilité d'exposer un point de vue, c'est qu'on a nous-mêmes évacué le doute. Pardon, pour bien comprendre, parce que ça rejoint le premier propos de Daniel Truangloy. Est-ce qu'un avocat peut s'autoriser à douter de son client ? Oui, bien sûr. L'avocat doit douter de tout ce qu'il a entre les mains. C'est possible de défendre un client quand on doute, par exemple, de sa culpabilité ou quand on a de sérieux soupçons sur le fait qu'il est coupable et qu'on est amené à plaider la non-culpabilité. C'est la sacro-sainte question qu'on pose toujours à un avocat. Que feriez-vous si votre client, alors que a priori on pense qu'il n'est pas coupable, vous avouez qu'il est coupable, qu'est-ce que vous faites ? On est soulagé déjà, parce qu'au moins on va faire abstraction de ce qu'il nous dit. Et l'avocat, son rôle, c'est d'être déjà honnête avec les juges, donc c'est d'être honnête avec soi-même et de se faire sa propre conviction sur un dossier, sur tout ce qui renferme. Donc j'allais dire que même si le client vous dit « je suis coupable », si vous vous arrêtez à cela, si vous faites les mêmes erreurs qu'en médecine légale, vous vous arrêtez devant des évidences. Donc vous êtes constamment en train de douter. Mais au moment où vous prenez, vous, la décision de plaider et d'établir une ligne de défense, c'est-à-dire quand vous avez pris la décision de ce qu'est le cap, si vous n'avez pas vous-même acquis des convictions, ça va se voir immédiatement. Donc il n'est plus permis de douter lorsqu'on a endossé la responsabilité d'aller dans un sens. C'est-à-dire que nous prenons en amont une décision, et cette décision, on l'a prise lorsqu'on a mesuré les influences du doute. C'est pour ça qu'à mon avis, on accorde trop peu d'importance à ceux qui ont des convictions et ceux qui sont honnêtes dans une défense, parce que trop souvent, certains sont, et je le dis comme je le pense, des clowns
du droit et des clowns de la défense parce qu'ils ne le font pas avec une objectivité que nous impose notre rigueur. On a cette liberté, nous avocats, de dire à un moment donné, non, je ne vous défends pas, je ne sens plus la capacité de convaincre parce que nous sommes dans une ligne de défense totalement absurde, on s'en sert trop peu. Alors, on va aborder un deuxième aspect. Madame Forax, vous avez dit, on est dans une société, nous vivons dans une société qui ne supporte pas le doute, hein, si je vous ai bien compris, ou qui en tous les cas rejette le doute. C'est pas pour prendre le contre-pied de votre réflexion, mais ce qu'on constate quand même, c'est que il y a une forme de remise en cause de toutes les certitudes, y compris, ça fait le pont entre le droit et la science, y compris des certitudes scientifiques. Hein. Alors je ne vais pas rentrer dans toute la sphère compliquée du complotisme. Il y a des études de sciences humaines, je pense à un jeune chercheur de Sciences Po Grenoble qui s'appelle Bertheil, qui a beaucoup travaillé sur l'univers du complot. Hein. Ce qu'on constate, c'est que il y a une sorte d'interrogation qui, d'une certaine façon, sape, j'allais dire, les fondements aussi, par exemple, de nos valeurs, de notre système de droit. Je pense en particulier aux grands textes. Hein. On a parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Convention de 1950, mais bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens 26 août 89, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. On a le sentiment qu'il y a une forme de relativisme qui vient douter du caractère universel de ces droits qui ont été posés. Alors c'est une question qui s'adresse à toutes et à tous. Cette remise en cause des fondements du droit et des règles scientifiques, est-ce que, à votre avis, c'est un véritable danger pour notre société, pour notre vivre ensemble, à partir du moment où il n'y aurait plus presque de socle commun? La magistrate, elle en pense quoi? Après, on va continuer, on reprendra le tour de table, ou ceux qui veulent répondre, mais il faut appuyer sur le bouton. Vous allez dire que je fais comme au grand oral, je rebondis sur autre chose. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de rebondir sur ce qu'un allez-y, oui, au contraire. Ce qui a été indiqué précédemment, parce que effectivement, au quotidien, en dehors de la cour d'assises, où de toute façon c'est inscrit dans le code et c'est indiqué aux jurés avant de partir en délibéré, le doute, il est essentiel. Or, de plus en plus, les procédures pénales sont accélérées et de plus en plus, on part du principe que la culpabilité est acquise dans un cadre donné. C'est ce qui est connu dans le droit anglo-saxon sous le nom de plea bargaining et qu'on a énormément maintenant avec le plaidé coupable, la comparution sur reconnaissance préalable de plaidé coupable. Donc là, le doute est exclu en fait. On demande juste au juge de vérifier le cadre procédural, s'il est respecté ou non. L'avocat doit vérifier ce cadre procédural lui aussi et si la peine est adaptée effectivement aux faits et à la personnalité de l'intéressé. Excusez-moi, il fait la potiche, hein, ça c'est. Oui, mais nous aussi, vous l'aurez remarqué tout de même. Donc, c'est une hyper-rationalisation de la procédure pour optimiser, disons-le ainsi, puisqu'on est vraiment dans un contexte budgétaire, la justice rendue. Mais au fond, je suis convaincue d'une chose, c'est que le condamné comme la victime ne comprennent rien de ce qui se passe. Oui, voilà. bon. Et qu'ils sortent et ils doutent encore. Et que nous, on est certain de douter de la façon dont la procédure s'est passée. Pour revenir à ce que vous évoquiez précédemment, il est intéressant de constater que la science vient toujours questionner le droit par rapport au progrès qui est le sien. La science va vite, très vite, de plus en plus vite, et le droit est toujours lent, toujours plus lent que la science. Donc il la gêne certainement dans l'évolution qu'elle souhaiterait. Et en même temps, en définitive, il va venir l'encadrer. Et le juge est souvent le premier à s'exprimer sur les évolutions du progrès scientifique. Pourquoi? Parce que la loi n'existe pas encore. Et donc, même dans un cadre, comme vous le décrivez, où tout le monde s'interroge très vite aussi, de manière très instantanée, sur l'ensemble des réseaux sociaux et remet tout en cause, je ne crois pas qu'il y ait à craindre de ça. Je pense qu'au contraire, on peut le prendre en considération.
Et il n'en demeure pas moins que le cadre dans lequel on évoluera sera toujours, ou en l'état en tous les cas, hein, celui des lois qui mettent encore du temps à s'inscrire et à dessiner en fait le cadre dans lequel on va juger. Autre réaction, merci Madame Forest. Docteur Baron Sucé. Je dirais aussi que la médecine légale n'est qu'un élément de tout ce que l'on peut chercher sur un corps. Vous avez l'anapathe, vous avez la toxico, les progrès de l'ADN. Je ne prendrai que les progrès de l'ADN. Maintenant, on est à la cellule. Et maintenant, grâce aux avocats aussi, c'est que si vous avez un ADN sur vous, c'est peut-être qu'il y a eu un contact. S'il y a des cellules, c'est qu'il y a eu un contact, mais que ce n'est pas obligatoirement le meurtrier ou l'assassin. Vous avez tout ce doute qui s'instaure et qui s'installe et qui permet, si vous voulez, en permanence aux experts qui sont mis à mal sur une barre d'assises, il faut quand même savoir qu'ils ne nous font pas de cadeaux. Quand vous êtes favorable, il n'y a pas de problème. Ah, ben bien sûr. Mais sans favoritisme ou défavoritisme, qu'importe, on est là pour faire notre métier. Donc on est mis à mal. Donc il faut derrière éliminer toutes les parts de doute qui peuvent subsister. Mais il en restera toujours une à un moment donné. Et là, ça va être le faisceau de présomption, et on revient au terme que vous avez employé, les faisceaux de présomption concordantes qui font qu'à un moment donné, les techniques scientifiques et qui sont liées à la médecine permettent de dire, mais c'est un travail de titan. C'est-à-dire que pour éliminer un doute qui va être discuté peut-être 10 minutes à la barre, 5 minutes à la barre, il aura en amont fallu travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de rendre un quelconque rapport d'expertise bâclé. J'appelle ça bâclé. Bon, je ne sais pas faire une critique, mais simplement se permettre, et je pense que la psychiatrie, c'est encore plus dur que nous, parce qu'on tape sur de l'humain et de l'âme humaine, avec toutes les possibilités de variation, de subtilité dont parlait mon confrère, c'est-à-dire les antécédents, les trajectoires de vie. Trajectoire de vie, moi je connais la mienne, c'est celui que je vois deux fois là, et je suis obligée devant une cour d'assises de dire, il est dangereux, il va récidiver. Quel exercice et quelle prouesse, Moi je leur laisse, je suis contente de ne pas être psychiatre, je préfère être légiste. Vous pratiquez le principe de précaution, c'est-à-dire que vous allez peut-être, non pas pour vous couvrir, mais pour couvrir la société ou protéger la société, considérer que les gens sont tous potentiellement dangereux, non ? Non, pas forcément. Bon, c'est assez rassurant. Pas forcément, parce que je pense que, là encore, il faut avoir suffisamment de questionnement, mais aussi de raisonnement pour essayer d'appréhender au mieux la personnalité ou les troubles présentés par la personne et savoir comment elles sont articulées avec le comportement en général. Donc, en ce qui me concerne, le doute et le questionnement m'habitent régulièrement et je suis assez prudent à la fois dans le fait de dire qu'il y a un risque de récidive ou au contraire le risque de récidive est limité. En effet, aux assises, essentiellement, vu que c'est un débat oral et que là on est directement sollicité, contrairement en correctionnel où on n'est pas présent, on lit notre rapport. Aux assises, les avocats ne se privent pas, en effet, de nous interroger ou de nous titiller sur cette notion si on mentionne que la dangerosité est certaine. Néanmoins, on se doit aussi, en tant que responsable, de se positionner clairement par rapport à ce risque, parce que de plus en plus, d'ailleurs, la société réclame que les experts puissent dire exactement ce qui est impossible. Vous avez vu aussi dans certaines affaires où une personne a été jugée responsable, a été condamnée, a fait 10 ans de détention, est sortie, et que 15 jours ou 3 semaines après, récidive. On nous accuse à ce moment-là, et on accuse la justice, mais on accuse aussi les experts de ne pas avoir su déterminer la dangerosité et le risque de récidive. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et on ne peut pas, et en tout cas moi c'est ma façon de voir,
indiquer que parce qu'un individu est reconnu coupable par rapport à un acte précis, qu'il est forcément, toute sa vie, dangereux. On va terminer par Aude Rouillère, puis finalement le philosophe qui a commencé et va conclure l'échange. Je me souviens d'un article tout à fait ancien de Catherine Labrusse-Rioux, hein, qui évoquait la relation entre le droit et la science, hein, qui disait d'ailleurs la science rend fou et la science moderne rend absolument fou, en paraphrasant évidemment Montesquieu. Mais est-ce que le droit doit encadrer la recherche scientifique, puisque quelque part ça rebondit, ça reprend ce que disait Madame Forax. Est-ce que dans une société, laisser la science sans douter sur sa finalité, ou la technique, puisque tu es trop jeune, mais tu n'as pas connu Jacques Ellul comme enseignant, enfin moi je l'ai connu dans sa critique de la société technicienne. Est-ce que le droit permet de, j'allais dire quelque part, de tenir les dérives et les doutes que peuvent inspirer la science? Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le problème des juristes, et notamment des praticiens, c'est moins de contenir, alors je n'évite pas ta question, mais c'est moins de contenir la science que de faire parler la science. De s'en emparer. De la faire parler, et de la faire parler d'une manière qui soit claire. Et enfin, je dis ça parce que je me suis intéressée récemment à quelque chose que je ne connaissais pas, qui était la science réglementaire, notamment dans le domaine des pesticides. Et j'ai découvert qu'il y avait, en fait, pour prendre les décisions juridiques, et d'ailleurs aussi les juger ensuite, lorsque le juge doit décider si une remise sur le marché d'un produit est une illégalité ou pas, voire même une faute ou pas, il faut que les juristes aient en face d'une science qui leur parle et qui soit capable de traiter les doutes. Or, ce que j'ai constaté là, c'est qu'il y a une science réglementaire, qui est une science élaborée par les agences, qui produisent des réponses à des questions fournies par des industriels, c'est-à-dire que le statut du doute est totalement biaisé. Le doute, il faut répondre en disant, voilà, est-ce qu'on peut mettre ce produit sur le marché? Pourquoi? Parce qu'ils produisent de la norme, c'est ça? Oui. En permanence. Ouais. Oui, c'est-à-dire que l'industriel, il va voir l'agence, et l'agence va lui dire, vous pouvez mettre, en France l'ANSES, vous pouvez mettre ce pesticide sur le marché ou pas. Mais donc, quand vous dites à quelqu'un, je peux le faire, hein, je peux le faire, je peux le mettre, hein, bon, quelle place occupe le doute à côté d'une science académique où on est dans cette démarche que vous avez évoquée, du doute et de l'interrogation de chaque étape du raisonnement, de chaque chose. Où là, c'est pas, est-ce que hein, je le mets le produit, ça va aller, parce que j'ai pris beaucoup de mesures de précaution pour l'usage, alors que la science académique, c'est oui mais, d'accord, j'ai l'impression, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un risque que... Donc, eh ben, ces deux sciences sont là, et on voit que la science réglementaire fonde les décisions de mise sur le marché de produits, mais moi, c'est la question que je me pose. Quand le juge va intervenir pour faire venir un expert pour dire « mais là, il y avait une faute, là, il ne fallait pas », on a connu le sang contaminé, on a connu tout un tas d'épisodes de drames sanitaires liés quand même à des décisions qui se sont basées sur un savoir qui leur a été donné par des scientifiques. Je pense que le juge, lui, va aller rechercher peut-être, en tout cas les parties vont lui amener, de la science académique, cette science qui interroge le doute et qui réinterroge et qui ne s'arrête jamais de poser des questions, et va utiliser cette science-là pour apprécier une décision qui a été fondée sur cette autre science qui est la science réglementaire des agences. Alors là, je pense que les juristes sont eux-mêmes les juristes qui prennent les décisions, les juristes qui jugent ensuite les décisions, ceux qui défendent les industriels ou les associations. On a le tournis parce que ces gens ne parlent pas avec les mêmes ressources de savoir scientifique, et que dans ces ressources de savoir scientifique, très clairement, le doute n'est pas du tout posé de la même manière.
C'est tout à fait passionnant parce que on Et voit là, bien que la grammaire n'est pas la même, Ouais. le niveau d'approche. Ouais. Et ma grande interrogation, c'est de savoir, mais avec quoi les juges travaillent pour se faire une idée? Alors bien sûr, ce que les parties apportent, et c'est principalement ça, mais est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller quand même à un moment donné se faire un peu une connaissance, voilà, parce que les décisions ont des enjeux majeurs, évidemment. Daniel Trongloy, professeur Daniel Trongloy, quelle est la réflexion un peu Alors, globale que tu peux faire de cet échange? moi, ce que j'ai entendu, c'était encore une fois, revenir un petit peu à la sagesse cartésienne, parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'en dehors de la métaphysique, finalement, on doute tout le temps. C'est ce que disait toujours un peu Descartes. Descartes, il dit, bon, finalement, si vous voulez pas douter, faites de la métaphysique, et doutez absolument à ce moment-là. Et vous verrez qu'il y a deux propositions au moins sur lesquelles vous ne pouvez pas douter. Tu vois? Donc à ce moment-là, quand vous faites de la métaphysique, et Dieu sait si on ne fait pas de la métaphysique chaque jour, parce qu'il le dit lui-même, hein, Descartes, il ne faut pas faire de la métaphysique chaque jour, bien au contraire. Il faut juste en faire une semaine. Faut pas en abuser, c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Donc, à ce moment-là, dans le cas de la métaphysique, on peut ne pas douter. Ça c'est une chose. Mais la fonction de la métaphysique, c'est de fonder, de justifier, comme vous disiez, donc de légitimer en quelque sorte la croissance des savoirs. C'est la fameuse c'est le fameux arbre de Descartes, l'arbre des savoirs. Alors, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on sort de la métaphysique, on fait de la médecine, et notamment quand on fait de la médecine sur un être humain, donc vous avez rappelé effectivement le statut épistémologique de la médecine, c'est un art, disait déjà Aristote, c'est toujours Aristote grippé qu'on soigne, mais jamais la grippe, sinon c'est bien une technique. C'est le début de la métaphysique d'Aristote, justement. Alors ça, je le comprends totalement. Dans l'arène que peut être un tribunal, c'est pas de l'ordre de la vérité métaphysique qui est en jeu, c'est aussi un échange où on essaie de faire apparaître une certaine vérité. Peut-être pas la vérité absolue, mais ce que Descartes appelait la certitude morale. Alors la certitude morale est toujours sujette à doute. Hein. Enfin, alors, donc, je crois que Descartes permet effectivement de rendre raison dans un premier temps de tout ce qui a été dit. La deuxième chose, puisque tu as parlé de l'actualité, du relativisme actuel, 1975, Jean-François Lyotard, hein, tu te rappelles. Donc, il n'y a plus de récit dominant, et tu posais la question du relativisme. Est-ce que ce n'est pas un doute finalement sur ce qui nous fonde? Mais qu'est-ce qui nous fonde? Qu'est-ce qui nous fonde, demandait Jean-François Lyotard dans son rapport de 1975, commandé par l'UNESCO. Ce qui nous fonde, c'est quand même non pas la valeur absolue qui était la vérité, mais une certaine forme de domination. Et c'est ça, en fait, le relativisme, dans un premier temps, c'est de douter de la domination d'une certaine Europe, d'une certaine façon aussi de pratiquer la science, puisque tu sais qu'il y a les science studies maintenant qui montrent comment, effectivement, l'universel a une certaine couleur, un certain territoire, etc. Alors moi, je trouve ça dommage, personnellement, ce relativisme, parce qu'on oublie quelque chose, et c'est le troisième moment, je crois, qui serait intéressant, c'est que tant que on sera dans une société qu'un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas s'appelle post-métaphysique, justement, on sera toujours dans le doute. On n'aura jamais de certitude absolue, on n'aura que des certitudes morales. Et c'est peut-être préférable. Oui, alors c'est ce que disait donc le dernier Habermas. Et du même coup, il y a une éthique à mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant, donc à l'intersection de la science et du droit. Donc, au point du doute, c'est qu'il va proposer une discours éthique, une éthique de la discussion. Puisque rien n'est fondé absolument. Puisque la vérité, et Trump nous le montre suffisamment, puisque les tromperies, les impostures intellectuelles, pour parler comme Sokal et Bricmont, existent aussi jusque dans la science. Hein. Puisqu'on sait que les verdicts peuvent effectivement être sujets à erreur. On le sait aussi, je crois, quand on est magistrat. Et je rappelle que le magistrat, c'est surtout celui qui en sait plus, mais pas celui qui sait vraiment. Magis Skiré. Donc, je crois que la troisième leçon qu'on peut tirer dans un premier temps de ce débat, hein, de cette table ronde, et pour ne pas penser en rond, je dirais que dans une société post-métaphysique, donc, on ne peut en revanche qu'élaborer une éthique de la discussion. Déjà, savoir débattre, et que le débat n'est pas un déballage, que la vérité, même si elle n'existe pas, elle mérite quand même d'être recherchée.
Pourquoi? Et je voudrais citer Descartes dans l'histoire de la méthode. Descartes, c'est la France. Vous avez compris que je n'étais pas français de naissance. Je ne suis pas de souche, mais j'aime la France. Je tiens à le rappeler pour au moins 36% des Français. Il y a des immigrations qui ont réussi et qui ont été aussi transportées ici par amour de la France. Donc Descartes disait, j'avais toujours, donc c'était, soit il devenait sceptique et passait sa vie donc dans les artifices, les cours, etc., où il était déjà invité, soit il faisait de la philosophie. Et son père, qui voulait qu'il soit donc avocat, regrettait qu'il fasse des livres. Il ne sera que celui qui tire des pots de bouc. Il fera des bouquins. Descartes disait donc, j'avais toujours un extrême désir à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et pouvoir marcher avec assurance en cette vie. Je pense que le mot est là. Donc, soit on choisit la vérité, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je vais pas faire mon sous-Lacan, mais tu as dit qu'il ne faut pas qu'un débat soit un débat lâche, il ne faut pas non plus qu'il soit un débat lâche. Et je crois qu'il a été véritablement riche, parce que, tu as remarqué, la table ronde, elle n'était pas ronde, elle était ouverte. Hein. Nous étions dans un demi-cercle ouvert. Alors, ça me permet de me tourner vers l'autre partie du cercle, c'est-à-dire celles et ceux qui ont résister au temps qui passe et à la nuit du droit qui continue d'avancer. On peut prendre 2-3 questions si vous le souhaitez. Je pense que c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer. Je m'avance peut-être sur un terrain qui n'est pas bon, mais sur votre micro, je pense que ça doit fonctionner comme ça. Hein. Si vous souhaitez profiter de la présence de nos excellents panélistes. Voilà, vous présentez peut-être? Oui. Alors, Emmanuel Arcobelli, directeur des affaires juridiques à la région Nouvelle-Aquitaine. 2 questions courtes dans 2 domaines différents. Je voulais avoir un commentaire, surtout de ceux qui sont dans le milieu pénal, entre la notion d'intime conviction, qui est plutôt une conception française des choses, et celle dont je pense, que vous me corrigerez si je me trompe, qui est plutôt anglo-saxonne, mais fort différente, me semble-t-il, de doute raisonnable. Notion sur laquelle on pourrait s'interroger d'ailleurs, parce que doute raisonnable, on pourrait en discuter, ce que c'est qu'un doute raisonnable, mais il me semble qu'on n'est pas du tout dans le même système de doute, du coup, ou de certitude dans les dans le pays anglo-saxon, pays, disons, de droit français ou d'aspiration française ou romaine. Et la seconde question très rapide, en vous écoutant, je me fais cette remarque, que le doute, c'est presque un luxe. Je veux dire par là qu'on demande aux juges, pour des questions de moyens, d'aller vite. Or, pour douter, il faut quand même un minimum de temps, il faut le temps de la réflexion. Or, dans un pays où on demande aux juges de produire de la décision et de la produire vite, je me semble que c'est un obstacle au doute. Madame Forax, et puis peut-être après Arnaud, si tu veux. Oui. Le doute raisonnable, alors j'ai pas, évidemment, hein, je suis loin d'être une encyclopédie. Je dirais que ça fait allusion à l'opposé au diktat de l'émotion. C'est-à-dire que je ne juge pas avec des ressentis, mais je prends en considération de façon rationnelle et la règle de droit et les preuves qui me sont soumises face à la situation humaine que j'ai à juger. L'intime conviction doit peut-être faire référence au secret des délibérés que nous évoquions précédemment, et en son fort intérieur, sans être influencé, y compris par l'avis ou l'opinion qui peut être émise par les autres jurés ou les magistrats professionnels, quelle est la certitude que j'ai acquise ou le doute raisonnable qui résiste à la fin du procès. Le luxe, ô combien je vous rejoins sur cette réflexion que vous nous soumettez. Le luxe, c'est la justice pénale criminelle. Alors, c'est pas toujours l'impression qu'on a, et je rejoins complètement ce qui a été indiqué précédemment de ces cours criminelles départementales dont on nous assure qu'elles vont permettre de juger aussi bien parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'effectivement, il faut aussi aller juger plus rapidement pour réduire des délais de traitement aussi. Hein. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a des situations humaines, encore une fois, hein, avec des détentions provisoires. Mais
lorsque j'étais à l'École nationale de la magistrature, on commence par un stage extérieur. On vous envoie dans le sein d'une association, dans une institution européenne, etc. Vous choisissez. Et je suis allée à la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne. Luxembourg. Au Luxembourg. Là, j'ai compris ce qu'était le luxe. Vous voyez ? Parce que le temps qui était mis pour juger, alors bien sûr, des affaires très très importantes, hein, mais ce n'est pas pour rien qu'on nous appelait des petits juges. Hein. Ceux qui, effectivement, de façon un peu industrieuse, devaient dire le droit. Où on prenait le temps, où on avait des moyens. Quel décalage, le jour où je suis arrivée au tribunal de grande instance de Châteauroux, substitut du procureur de la République, et où je devais requérir à raison de 3 à 4 audiences correctionnelles par semaine par rapport à ce que j'avais vu. Et effectivement, qu'on ne peut pas exclure, et c'est en ça que j'explique à mes collègues l'importance aussi justement d'être un juge en position d'administration de la justice, c'est-à-dire en connaissant les tenants et les aboutissants de tout ce cadre qu'on nous impose et qui nous empêche de réfléchir. Y compris d'ailleurs, je sais que ça a été abordé précédemment, mais je n'étais pas là, cette intelligence artificielle qui veut rationaliser à ce point les décisions de justice pour tenter d'établir de façon totalement étrangère à la justice humaine une décision. Arnaud. Oui, alors comme cela a été rappelé, c'est vrai que je relisais le code de procédure pénale. Il y a la définition de l'intime conviction, et c'est vrai que c'est bien plus que la simple définition de l'intime conviction. C'est quasiment une prescription, pour ne pas dire une injonction qui est faite au juré de ce que va être son devoir pour justement s'inscrire dans la réflexion et savoir si on a une intime conviction. Je le fais assez court, mais la loi ne demande pas compte au juge des moyens desquels dépend une preuve. Donc ça veut dire que le juge a toute latitude et liberté de considérer qu'une preuve peut emporter ou non sa conviction. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les scientifiques ou la science et le droit. Donc finalement, quelle est la part de l'apport scientifique dans une construction d'une décision pénale? C'est tout simplement la part que le juge veut bien lui accorder. La vérité scientifique, elle n'existe pas. J'ai cette image en tête qui est quand même assez significative où lors d'un dossier, il y avait une personne qui était mise en examen pour meurtre parce qu'elle avait utilisé sa voiture pour renverser volontairement un piéton, du moins c'est ce qu'on pensait, et on avait trouvé un expert très savant et très reconnu qui est allé nous dire qu'à 70-80 km/h, vu l'angle du virage, la voiture avait décroché et donc il avait percuté involontairement. Donc ça a influé énormément. Alors, c'est vrai que là, vous êtes devant une vérité scientifique, le juge d'instruction se cache derrière, et il a fallu que je prenne une GoPro, que je prenne une voiture, je passe à 70, à 80, à 90, à 110, à 120, à 130, la voiture n'a pas décroché. Et j'ai dit au juge, voilà, je veux une contre-expertise. Mais elle m'a dit, vous avez pris des risques et puis vous avez commis des infractions. Mais j'ai dit, oui, c'est le prix. Et les avocats français n'ont pas, je crois, le droit de mener leur contre-enquête. Alors, on peut, mais c'est pas encore ancré dans les mœurs. Vous voyez, c'est même vraiment pas ancré dans les mœurs. Ça m'a valu des poursuites disciplinaires, donc je sais ce qui en est bien. Pourtant, on devrait le faire, parce que malheureusement, quand vous avez des espèces de vérités affirmées, que ce soit par des enquêteurs, que ce soit par des experts qui, peut-être pas volontairement, mais qui prennent un dossier à bras-le-corps, ils se trompent complètement. Et c'est malheureux parce que si on n'use pas de moyens, on est quand même sur un système particulier en France. Le juge, c'est lui qui est l'arbitre d'une contre-expertise ou pas, ou d'une demande d'acte. Enfin, vous êtes quand même pieds et poings liés à une décision qui peut être rendue et qui peut être inéluctable, ou ça peut conduire finalement à ne pas rendre justice. Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que justement, on a aussi ce culte de la conviction en France, et à partir du moment où j'ai une conviction, elle est affirmée. Et je dirais que pour nourrir ce que doit être la réflexion du doute, on prend juste un exemple. Je suis sûr que si on fait le tour de la salle ici, tout le monde a des convictions sur un dossier comme celui qu'on connaît tous, là, de Jubilard.
Il y a des éléments scientifiques qui ont été donnés. Alors certains vous disent, ah oui, mais dans la machine à laver, on n'a pas retrouvé le sang, donc ça veut dire que les vêtements n'étaient pas maculés de sang. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui ont été déballées dans la presse et tout le monde s'est fait une conviction. Et c'est justement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord poser tous les doutes qui existent et qui subsistent, et c'est pas incompatible avec l'intime conviction, parce qu'on peut justement se forger une conviction de non-culpabilité, parce que le doute est prégnant. Et c'est la force du serment qui est fait aux jurés. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, l'intime conviction, c'est ça. Le doute, il est le degré du doute, c'est chacun par rapport à sa conviction qui le fixe. Donc en France, il n'y a pas de doute raisonnable, il y a tout simplement un doute qui vous empêche d'affirmer, parce que plus on a des affaires dramatiques, plus la décision a du poids. Parce que souvent, pour quelqu'un, ça peut être ou perpétuité ou acquittement. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on va donner l'impression de rendre une décision et donc d'avoir arbitré une vérité judiciaire, mais personne ne sait quelle est cette vérité. Donc c'est une vérité imaginative, la vérité judiciaire. Souvent, elle est proche de la vérité réelle, mais des fois, on est un peu dans le néant. Merci. Peut-être une dernière réflexion, si vous souhaitez. Sinon, pardon. Merci, Swan. Voilà, allumez bien. Merci. Allez-y, Moselle. Ça fonctionne? Allez-y. Pardon. Il a été Parlez bien dans le micro. Il a été dit qu'un juge, il devait constamment douter, mais que le droit excluait le doute. Or, pour toute décision qu'il doit prendre, on attend une décision précise de lui, et pour tout procès ou pour toute intervention, mais il est face à un certain dilemme. Donc comment on peut faire pour trancher? Pour trancher le nœud gordien, comme on dit. J'ai été juge d'instruction. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le juge des libertés et de la détention venait d'être créé. Donc avant cela, vous savez, vous n'avez pas connu ça, moi non plus d'ailleurs, en tant que magistrat, on disait que le juge d'instruction, c'était l'homme le plus puissant de France. Parce qu'il avait et le pouvoir de la détention et celui de renvoyer une personne devant la cour d'assises ou devant, en tous les cas, une juridiction de jugement. Donc moi, je n'ai jamais connu cette décision qui consiste à signer un mandat de dépôt pour envoyer, pour incarcérer en tant que juge d'instruction, puisque ensuite j'ai été effectivement juge en correctionnel ou en cour d'assises. Mais lorsque j'ai été juge d'instruction, dans le contexte que je viens de vous rappeler, avec un juge des libertés et de la détention, j'ai fait comme si j'étais le juge de la liberté et de la détention. C'est-à-dire que je n'ai jamais envoyé devant le juge de la liberté et de la détention un homme ou une femme en me disant « ce n'est pas à moi que la décision appartient ». Vous voyez cette chaîne de responsabilité où vous vous dites, parce que c'est ça aussi le risque. C'est très bien que deux juges examinent une situation, mais le risque, c'est effectivement de se décharger. C'est un système qui a été maintes fois étudié dans les process administratifs, de faire redescendre ou de faire remonter en vous disant du coup ça exclut ma responsabilité, puis ça va plus vite. Donc j'ai toujours pris soin de ça. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai mal dormi la nuit, etc. etc. On parlait tout à l'heure, vous évoquiez cette remise en cause permanente des décisions, etc. Moi, je trouve ça hyper sain. J'ai jamais eu de problème avec la caméra, par exemple, pendant un interrogatoire, la question qu'on nous avait posée à l'époque. Je trouvais ça très bien. D'ailleurs, je trouvais ça très bien pour les juges comme pour les avocats. Parce que quand un avocat monte dans les tours, si vous me passez l'expression, souvent on le retranscrit pas. Ou quand un juge pète les plombs, pardonnez-moi l'expression aussi, eh bien là, on a tous les éléments. Donc tout ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, me semble-t-il. L'essentiel dans tout ça, par rapport au fait de douter, c'est évidemment que de toute façon, puisque beaucoup de choses sont remises en cause, et vos décisions le sont et régulièrement, surtout quand vous avez des dossiers un peu médiatiques, il faut faire abstraction de ça pour pouvoir rigoureusement tenir la procédure et surtout être particulièrement diligent. Et l'autorité, elle a changé. Regardez à l'école, regardez les médecins, les juges. On n'est plus une autorité descendante. Enfin, on est près du fief de Michel Serres. C'est l'autorité de la compétence et moi je crois beaucoup à ça.
C'est-à-dire faire en sorte oui, être capable de revenir sur sa décision, de s'interroger, de dire ah bah oui, peut-être que là, effectivement, écoutons ce qui nous est dit, ne partons pas bille en tête sur telle ou telle chose, mais aussi être certain, lorsqu'on a pris une décision, qu'elle est la bonne et que c'est vers là qu'il faut aller. Alors c'est peut-être plus facile quand on est juge d'instruction, même s'il y a une détention provisoire qui court, que lorsqu'on rend la décision de condamnation, où là on sait que c'est définitif, effectivement, et que même s'il peut y avoir un appel, avec aujourd'hui même l'appel en cour d'assises quand même, il ne faut pas l'ignorer, inévitablement, votre décision, il faut faire comme si c'était la dernière. Voilà. Il faut quand même se rappeler, je ne vais pas évoquer des temps lointains, mais deux choses pour montrer l'évolution de la justice et en particulier des assises en France. Hein. Vous aurez la curiosité de regarder dans une affaire extrêmement médiatisée, qui était l'affaire Patrick Henry, puisque c'est ce qui a permis à Robert Badinter, comme avocat à Troyes, on peut dire, d'éviter que Patrick Henry ait la tête tranchée. C'était une époque où il n'y avait pas d'appel au procès d'assises, quand même. Je me souviens qu'il se disait, alors les avocats peut-être diront que c'était une légende, que dans certains cas, la décision pouvait apparaître tellement étonnante pour la Cour, pour le président en particulier, qu'il introduisait exprès ou laissait filer une erreur de procédure pour que la Cour de cassation, qui ne jugeait non pas sur le fond mais sur la forme, renvoie pour un deuxième procès. C'était là je parle sous votre contrôle, hein, le contournement qui avait été trouvé pour avoir un degré d'appel aux assises. Mais sur cette affaire Patrick Henry, vous aurez la curiosité de regarder le temps qui se passe entre l'arrestation de Patrick Henry et la découverte du petit garçon qui avait donc été kidnappé et tué, et le seul procès. C'est extrêmement court. Je crois que c'est 13 mois. Hein, quand on voit comment aujourd'hui les évolutions font que la France se fait quand même assez régulièrement taper pour la longueur des procès. Arnaud ? Non, mais on pourrait aller beaucoup plus vite, hein, soyons clairs. Déjà, c'est le premier des points. C'est le manque de moyens. C'est-à-dire que s'il y avait plus de juges d'instruction, qu'il y ait moins de dossiers à traiter, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et à l'époque, il y avait déjà moins d'affaires aussi à traiter. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que comme on a introduit un caractère contradictoire dans la procédure à la suite justement des recommandations qui ont été faites et la loi qui a été votée après l'affaire Outreau, on a introduit donc pour fermer un dossier lorsqu'une personne n'est pas détenue, c'est 4 mois. Donc tout de suite, ça prend du temps. Et juste une chose quand même sur l'histoire de la cour d'assises, parce que c'est un élément intéressant qui rejoint le sujet de ce soir. Il faudrait se poser la question d'ailleurs, il faudrait même l'analyser. Initialement, quand on a introduit l'appel en cour d'assises, 2000 je crois, c'était la loi Guigou, il n'y avait pas d'appel pour les acquittements. Et on est revenu dessus, et finalement on a dit, bah oui, pour les acquittements, il y aura, comme pour le reste, un appel. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'en fait c'est une régression. C'est-à-dire que quelque part on a dit oui, la cour d'assises, on a le droit de douter, on doit acquitter au bénéfice du doute. Donc si on a eu un acquittement, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas d'appel sur l'acquittement, donc on revient dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est du 60 ou 70%. Quand vous êtes acquitté en première instance, vous êtes condamné à l'appel. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que finalement, on voit que culturellement, et je vais même aller plus loin, la justice n'a pas le courage d'assumer le doute. Voilà, écoutez, on va terminer sur cette réflexion. Ah, pardon, allez-y, alors ça sera la dernière. Bonsoir à tous. Alors j'aurais une question spécialement dirigée pour Maître Dupin et Madame la juge Stéphanie Foix. À la fac, on nous apprend que le juge est la bouche de la loi. Mais le juge est, pardon ? Que le juge est la bouche de la loi. La bouche de la loi. Oui. Et que d'un autre côté, il est aussi souverain et indépendant. Donc, en soi, il peut prendre la décision comme qui lui semble la plus adaptée, tant qu'il respecte le code pénal.
Et justement, à propos de la place du doute dans le droit, quelle place dans l'influence comment dire, enfin, par rapport au tribunal médiatique, quelle place il occupe dans le travail du juge et de l'avocat, en sachant que maintenant, plus le temps passe et plus les années passent, je pense que d'une certaine manière, l'opinion publique est de moins, du moins une certaine partie de l'opinion publique est de moins en moins compréhensible au fait que certaines personnes aient le droit d'être défendues, en sachant quand même que toutefois que chaque personne doit être défendue et que l'avocat ne défend pas son crime, mais c'est la personne qui défend l'être humain, quel est tout ça. Et justement, ma question, c'est de savoir comment ne pas se faire influencer, ou du moins totalement, par rapport à ça. Comment on résiste à l'ère du temps? Non, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce concept de tribunal médiatique. C'est vrai que le procès aujourd'hui, dans les procès médiatiques, justement, on dit qu'il se joue aussi hors les murs, hein, et plus en fait dans l'enceinte de la juridiction. Peut-être aviez-vous entendu parler de cette magistrate qui avait covoituré avec un des accusés, je crois, hein, c'était ça, qui s'en était pas rendu compte et qui a discuté de l'affaire, voilà. Alors, je sais pas quel type de discussion elle a eu, Daniel, si c'était, mais bon, qui a été sanctionné, hein, mais il y a d'abord cette notion du devoir de réserve, qui, croyez-moi, est un sacerdoce. Hein. Alors, ça évite de dire, je pense, tout et n'importe quoi au juge, sous le coup de l'émotion, on va dire, par rapport à ce qu'il peut entendre, parce que les attaques sont régulières. Hein. Et je parle même pas d'ailleurs des avocats, parce que je parle de ces réseaux sociaux où, effectivement, je crois que tout à l'heure, on évoquait la lâcheté, hein, précédemment, de l'expression sur ces réseaux sociaux, où très vite, on dit tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, sans conséquence par rapport à la réalité, enfin aux mots qui sont employés. Sur la neutralité du juge pendant le procès, alors que hors les murs, il se dit d'autres choses, certainement que c'est difficile d'en faire abstraction. Encore pire pour les jurés, pardon. Hein. Exactement, bien entendu, bien entendu. Mais je pense que dès lors que dans le cadre du procès, c'est là où s'établissent les preuves, c'est là où s'établit justement la discussion juridique, la qualification. Il n'y a pas trop de sujets par rapport à ce qui peut se dire à l'extérieur. Les enjeux sont tout autres dans le cadre de la décision. Et je ne pense pas que ça soit de nature à influencer, alors à influer sur les juges, ça pas du tout, ni à même à influencer les jurés. Moi, j'ai toujours été, je dois le dire honnêtement, hein, assez surprise du niveau des jurés, sans trahir nullement le secret des délibérés. Les gens se posent beaucoup de questions, beaucoup de questions. Voilà. Après, on en revient à ce qu'on disait aussi précédemment. Ce qui joue énormément, c'est la personnalité du président d'assises. Et je sens que là, l'avocat va rebondir. Voilà, ça sera le contre-feu. Je rebondirai à la fin, parce que sinon ça va être un peu impulsif. Non, alors, ce que vous pointez du doigt est extrêmement intéressant et pourrait donner lieu à un vaste sujet, peut-être une table ronde la prochaine fois. Justice médiatique ou justice dans les palais de justice. Il y a, à mon sens, un problème majeur qui est un problème d'éthique. C'est-à-dire que la justice, elle se rend dans un palais de justice. Or, aujourd'hui, la justice, c'est avant tout BFM et les autres. Donc, vous avez une responsabilité des journalistes qui pompent rien, qui ne s'intéressent absolument pas à l'institution judiciaire. Ils sont là pour faire des lancements de sujets, donc finalement, pour traiter l'actualité immédiatement, et ils bafouent la présomption d'innocence, enfin, tout le reste, ils connaissent pas, ils savent même pas que ça existe. Et puis, vous avez des savants qui sont contents de mettre sur leur carte de visite mention vue à la télé, qui vont, en tant qu'experts,
avocats, magistrats, experts psychologues, psychiatres ou autres, qui vont vous faire le procès à 20h30 alors même que la personne est en garde à vue et qui vont vous donner leur opinion sur ce qu'est en train de relater un journaliste. Alors, il faudrait déjà commencer par laver le linge sale en famille, c'est-à-dire demander aux policiers de ne pas filer toutes les informations aux Parisiens et à BFM. Il faudrait demander aussi à ce qu'il y ait un peu plus de cloisonnement. Il faudrait qu'il y ait des sanctions aussi, mais ça, personne ne sanctionne. Et se dire que si on veut savoir ce qui se fait en matière de justice, il faut venir, qu'il y ait des chroniqueurs judiciaires. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Je me souviens la dernière fois, le premier jour, il y avait énormément de journalistes, puis après il y avait une actualité, donc ils sont tous partis. Et je me souviens la dernière fois de la journaliste, elle me dit vraiment, c'est pas opportun ce que vous faites, c'est vraiment pas bien et tout. Mais je lui dis, mais vous êtes avocate? Alors elle me dit, ben non, je suis journaliste, mais je suis des procès depuis je sais pas combien de temps. Mais je dis, vous suivez tellement de procès que vous allez partir avant la fin. Et j'ai pris la moitié des réquisitions, donc je pense que ma ligne de défense n'était pas si mauvaise que cela. Et donc il faut quand même changer tout ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le téléspectateur il comprenne que la justice elle se rend dans une enceinte judiciaire et pas sur les marches du palais. Mais ça c'est compliqué et je crois que c'est presque irréversible, mais on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans tout cela et finalement parce qu'on n'éduque pas non plus, parce qu'on n'explique pas comment ça fonctionne et que tout le monde se livre à cette dérive. Je ponctuerai sur ce que vous disiez du président de la cour d'assises, oui. Le président a énormément d'influence sur la façon déjà de mener les débats, sur l'autorité de ce qu'il impose. Et je vous fais une petite confidence, en général, on va toujours saluer un président de cour d'assises qu'il ait mis 30 ans à votre client ou qu'il l'ait acquitté. Vous voyez très souvent que quand il est acquitté, le président est rarement ravi, mais ça arrive des fois, on le voit. En revanche, ils ont toujours le sourire quand ils ont bien condamné la personne et ils vous disent toujours cette phrase « Oh, vous savez, maître, heureusement qu'on a calmé les jurés ». Alors, je ne sais pas s'ils les ont calmés ou s'ils les ont excités, mais il y a des fois, effectivement, je crois que c'est de la pédagogie de faire la justice, il faut savoir la faire en commun. Et on le voit, les présidents de cour d'assises qui durent sont ceux qui ont la capacité justement d'être le plus juste possible et de faire chacun à leur façon. Alors il y a des présidents qui essaient d'harmoniser ce qui doit exister sur la politique pénale pour éviter que quelqu'un prenne 5 ans à Bordeaux là où il aurait pris 15 ans à Mont-de-Marsan. Mais vous avez aussi des présidents, et ça c'est un peu plus la vieille école, on les voit moins souvent, qui eux disaient le juré il doit être totalement autonome, etc. Et donc il le guide un peu moins. Donc c'est plus dangereux parce que certes il peut y avoir des décisions parfois d'acquittement, mais il peut aussi y avoir des décisions où les peines sont en inadéquation avec la réalité. Donc un bon président d'assises, c'est celui qui sait dire bonjour, au revoir et merci. Et qui doute? Je n'ai jamais été président de cour d'assises. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup aux participants.